Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art et des curieux, avec Célia Moran. Aujourd'hui, en compagnie de Julie Ducomte, Petit Musée de Poche, nous discutons des évolutions stylistiques du peintre Raoul Dufy au cours de sa carrière en nous concentrant sur 6 de ses œuvres majeures. Au programme, des peintures représentant le Havre, un peu du sud de la France, mais aussi sa célèbre Fée électricité, exposée de nos jours au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. Avant de commencer cette discussion, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram, sur la page Art et Culture Podcast, tout attaché, et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute! Bonjour Julie, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour parler du célèbre peintre Raoul Dufy. Est-ce que dans un premier temps, pour guider un petit peu les personnes qui ne le connaissent pas du tout, tu pourrais donner quelques infos sur sa vie? Bien sûr, merci déjà, je suis très heureuse d'être là. Ensuite, donc Raoul Dufy, c'est un artiste, on va dire, plutôt du XXe siècle. Donc il est né en 1877 et il meurt vers, je sais plus la date, je crois que c'est 1952 ou 53. Et donc il commence vraiment à produire vers 1900, donc il s'inscrit pleinement dans tout ce qui est les avant-gardes du XXe siècle et la peinture surtout du XXe siècle. Mais il a aussi fait beaucoup de céramique, d'impression sur tissu, des motifs pour tissu, il a fait aussi des tapisseries. Et donc il s'inscrit un peu dans ce contexte comme un peu Picasso, d'artistes qui travaillent des médiums et des techniques très différentes, mais avec un style bien particulier. Donc oui, un artiste complet, on reviendra peut-être un peu plus tard sur tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière. Donc tu dis qu'il commence à peindre à partir de 1900, il est formé aux Beaux-Arts de Paris? Pas du tout, à l'origine il vient du Havre, la ville du Havre. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs de cette période qui viennent du Havre et donc d'abord il étudie dans des écoles municipales de dessin là-bas. Vers 1899-1900, il obtient une bourse et donc là il monte à Paris avec un de ses amis et un autre peintre de l'époque, Otto Fries, qui lui aussi, on le rencontre pas mal dans cette période. Et du coup là il étudie dans l'atelier du peintre Léon Bonnat. Donc il n'est pas directement dans les Beaux-Arts de Paris à l'origine. Mais donc il a cette formation un peu classique à la base. Il visite aussi beaucoup les musées. Il y a beaucoup de copies, ou en tout cas de peintures ou de tableaux qui sont inspirés de grands peintres de l'époque. D'accord, qu'il recopiait exactement, ou est-ce que c'était un peu à sa sauce, on dirait, où il va... Un peu à sa sauce, tout à fait. Il utilise beaucoup les techniques de peinture de l'époque. Parfois, c'est la couleur qui change beaucoup, la touche, parce qu'il y a quand même une touche qui est beaucoup moins lisse que, par exemple, le 17e. Il aime beaucoup Claude Lorrain, le Lorrain, dit le Lorrain. Et donc, il a fait beaucoup de tableaux qu'il appelle hommage à le Lorrain. Donc là, c'est la référence, c'est généralement le thème de la vue maritime, du port, mais c'est pas une copie en soi. Donc il y a beaucoup de références comme ça. Il est vraiment dans cette idée de s'inspirer de ce qui existe déjà, de ce qui a pu être fait, et il participe à sa première exposition en 1901. À ce moment-là, son style va être très proche des styles qu'on a au début des années 1900, c'est un style plutôt impressionniste. Tu m'as envoyé une sélection d'œuvres, et la première qui correspond vraiment à cette touche impressionniste, c'est la plage de Sainte-Adresse, une plage du Havre, peinte en 1901. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette toile, cette plage, puisqu'il semblerait qu'elle soit quand même assez célèbre chez les peintres? Oui, alors déjà, donc le titre c'est La plage de Sainte-Adresse. Sainte-Adresse, c'est juste à côté du Havre. Donc généralement, on peut considérer que Sainte-Adresse, quand il est cité, quand c'est une ville qui est citée chez Dufy, en fait c'est le Havre. Donc parfois on peut être déstabilisé par cette différence. Moi en tout cas, je l'ai été au début de mes recherches, mais en fait c'est, on va dire, identique. Et du coup, le tableau, c'est une vue de cette plage avec le ponton qui réapparaît à de nombreuses reprises dans la peinture de Raoul Dufy. Et on voit plein de personnes, tous ces promeneurs, tous ces premiers touristes, on va dire, qui sont sur la plage, près du ponton, sur le ponton. Et je trouve que ça rappelle beaucoup les vues de plage d'Eugène Boudin ou même de Monet, qui sont des grands peintres de l'impressionnisme, donc plutôt 1870-1880. Même des précurseurs. Oui, Eugène Boudin est le précurseur, c'est vrai. C'est eux qui sont à l'origine du mouvement impressionniste. Et donc oui, les plages du Havre étaient des plages qui ont été vraiment représentées par ces deux artistes,
Claude Monet et Eugène Boudin au cours de leur carrière. Tout à fait. Est-ce que Raoul Dufy s'est ensuite enfermé dans ce style impressionniste ou est-ce qu'au contraire il a essayé de suivre d'autres courants? Est-ce qu'il a été inspiré par d'autres artistes au cours de sa carrière? Alors, l'époque impressionniste est très rapide en fait. On va dire que dans ses 10 premières années de carrière et de production, il passe un peu par toutes les avant-gardes de l'époque. Il y a d'abord l'impressionnisme vers 1900-1904. Ensuite, il passe au fauvisme. Il voit en 1905, il me semble, la grande toile de Matisse, Lux calme et volupté, qui est exposée. Et là, pour lui, c'est une révolution et une révélation avec les couleurs, la touche. Et du coup, il passe à une expérience un peu fauve. Et donc là, je t'avais envoyé un autre tableau. Absolument, oui. Et c'est également le ponton du Havre de Sainte-Adresse, ou en tout cas une vue assez similaire. Et là, on voit que vraiment la couleur est vraiment très présente. Le point principal chez les fauves, c'est que la couleur utilisée pour peindre ne reflète pas du tout les couleurs de la réalité. Et du coup, on a des touches de violet, de vert, pomme, des touches... Oui, des couleurs très acidulées, on a même du violet, on a du jaune un peu citron. Et c'est vrai que quand on imagine une plage, on pense pas à ces couleurs. Et quand on regarde le tableau, donc l'estacade du casino Marie-Christine au Havre, on a plus l'impression d'avoir des gens dans un champ avec des fleurs, plutôt que sur une plage. Tout à fait. Maintenant que tu le dis, j'y avais pas pensé, mais c'est assez flagrant. C'est l'idée première que j'ai eue quand j'ai vu ce tableau. Voilà, on a l'impression d'être dans un champ en fleurs avec des gens qui viennent se reposer et profiter. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir la comparaison entre l'impressionnisme, où on est déjà dans le travail du rendu de la lumière, et ce changement vers le fauvisme, où là c'est vraiment la couleur et où on se rend compte que voilà, la couleur est primordiale et le dessin devient presque secondaire. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a une étape entre l'impressionnisme et le fauvisme que Dufy ne prend pas à sa sauce, c'est le pointillisme qui, à la base, fait un peu la transition entre la technique impressionniste et les couleurs des fauves. Matisse, par exemple, il a une période néo-impressionniste et pointilliste juste avant de passer au fauvisme. Donc ça, Dufy n'a pas cette période, donc ça peut paraître très étrange de passer à une peinture impressionniste et ensuite une peinture fauve. Donc oui, c'est vraiment l'œuvre de Matisse exposée au Salon d'automne de 1905 qui l'a dirigé vers ce nouveau mouvement. Il l'abandonne aussi plutôt rapidement, le fauvisme, d'après mes souvenirs. Tout à fait, c'est pareil. Comme l'impressionnisme, ça dure quelques années tout au plus. Et ensuite, il passe à Cézanne. Il s'y intéresse déjà depuis 1905, il me semble environ. Et en 1906 ou 1907, il y a une grande rétrospective à l'occasion d'un des salons de l'œuvre de Cézanne. Et là, il se met à peindre vraiment comme Cézanne. Donc il y a souvent... la palette de couleurs est bien plus épurée. Tout à fait. Ça tourne plus autour du rouge-brun et du vert, comme dans les paysages de Cézanne. Des couleurs un peu plus naturelles, un peu plus terrestres. Et il va même se rendre dans les lieux clés pour Cézanne, donc les stacks. Et donc, il produit vers 1907-1908 plusieurs paysages comme ça, plusieurs vues autour des lieux clés pour la carrière de Cézanne. Donc on rappelle rapidement, Cézanne se trouvait dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Tu m'as partagé l'œuvre Arbre à l'Estac, qui est aussi un des lieux peints par Cézanne au cours de sa carrière. Et c'est vrai que quand on regarde la réalisation, le résultat de l'œuvre, si on ne sait pas que c'est Dufy, on pourrait peut-être se dire « Ah, c'est peut-être une étude de Cézanne », et c'est vrai que là encore, on pourrait penser presque à un hommage de Raoul Dufy à Cézanne, comme ce qu'il avait fait, comme tu expliquais un peu précédemment, avec ses réinterprétations de Claude Gelée ou Claude Dille-Lorrain. Tout à fait. Et ce que je trouve qui est assez intéressant, c'est que dans ses vues, à ce même moment, Dufy s'intéresse beaucoup au cubisme aussi. Donc on a cette grande géométrisation des formes, un peu comme Cézanne d'ailleurs. Cézanne aussi avait des formes très géométriques, très cloisonnées, très claires dans ses toiles. Et je trouve qu'on en reparlera avec une autre œuvre plus tard, je pense. Oui. Mais on a cette dimension très cubique un peu parfois dans les dessins de Raoul Dufy.
j'admire la toile Arbre à l'Estac parce que le rendu des couleurs, et quand on connaît un petit peu le sud de la France, dans l'organisation, dans les couleurs, on a vraiment l'impression d'y être. Une fois qu'il a terminé son séjour dans le sud de la France à côté de l'Estac, la France entre dans la Première Guerre mondiale. Durant cette période, on sait bien, tous les artistes vont s'impliquer plus ou moins dans le combat. Est-ce que tu sais un petit peu ce qui se passe pour lui, ou est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il va être sur les fronts, est-ce qu'au contraire il va être sur un aspect un peu plus culturel? Alors, c'est assez compliqué de saisir parfois la dimension politique de Raoul Dufy. Il est plutôt décrit comme quelqu'un de très discret, qui ne s'exprime pas trop sur la politique et le contexte actuel. Et d'ailleurs, on parle souvent de son œuvre comme le bonheur de vivre, ou une espèce de monde un peu de plaisir qui est complètement distinct de la réalité et donc des traumas de la guerre du début du XXe. Et donc, à ma connaissance, il n'est pas trop engagé dans la Première Guerre mondiale, mais il va se tourner vers les arts décoratifs. Déjà parce que ça devient plus difficile pour les artistes de vivre de leur peinture. Tout à fait. C'est un peu le début du XXe, c'est un peu de manière récurrente des périodes où les œuvres peintes, les toiles se vendent moins bien de temps en temps. Les collectionneurs ont plus du mal à acheter, surtout dans les avant-gardes qui sont parfois un peu expérimentales et qui ne plaisent pas à tout le monde. Tout à fait, oui. Et du coup, Dufy va se tourner vers le textile avec Paul Poiret et la maison Bianchini-Ferrier, donc qui est une maison de soie à Lyon. Donc c'est pendant cette période qu'il va vraiment développer ses relations et cet aspect un peu plus atypique de sa carrière d'artiste. C'est vrai que il y a quelques artistes, il n'y en a pas beaucoup, qui vont vraiment s'impliquer avec des créateurs, mais c'est vrai que par la quantité de créations faites au cours de sa carrière, Raoul Dufy est quand même assez exceptionnel sur ce point-là. Parce que c'est quelque chose qui va continuer vraiment jusqu'à la fin de sa vie de manière assez régulière. J'avais lu que pendant la Première Guerre mondiale, il devient également conservateur adjoint à la bibliothèque-musée de la guerre à Nanterre. Donc il garde quand même ce lien avec la culture, il est plus uniquement artiste, mais il va vraiment faire en sorte de protéger, de mettre en avant la culture dans des périodes où, comme on le voit actuellement, la culture est un peu mise de côté parce qu'il y a d'autres priorités. Il reste à cette place pour un très court instant, puisque ensuite, pour des raisons de santé, il me semble, il préfère laisser sa place et partir de nouveau dans le sud de la France. C'est à ce moment-là. Oui, dans les années 30 à peu près. C'est ça. On observe dans les années 1920 chez Raoul Dufy une évolution dans la couleur de ses palettes. Tout à fait. C'est un moment assez particulier et la plupart des spécialistes disent que c'est dans les années 20 qu'il fixe vraiment son style personnel, et on parle de style de maturité en général. Et donc ça se caractérise généralement par un décalage entre les aplats de couleurs et le dessin au trait. Et ça s'inspire un peu des impressions sur textile où l'impression n'est jamais exacte entre la couleur et le dessin. Et donc, il y a ces énormes aplats colorés qui envahissent vraiment toutes ces œuvres. Et c'est assez impressionnant quand on voit en vrai. C'est très lumineux, c'est des couleurs vraiment pures. Une des premières œuvres que l'on peut nommer pour ce style, ça peut être par exemple les Régates du Havre. Tout à fait. Avec son utilisation du bleu. Si tu veux la décrire un petit peu pour les auditeurs. Alors, c'est une vue encore maritime, donc encore au Havre, comme le dit le titre. Le bleu remplit presque toute la toile, enfin presque, non, elle remplit toute la toile, même si c'est des nuances et des teintes de bleu qui sont différentes. Et donc au premier rang, on a une petite, ça se construit par bande en fait. La bande inférieure, c'est des passants, des visiteurs, des touristes, des promeneurs qui regardent vers la mer. Ensuite, on a une énorme bande qui fait presque les 3/4 du tableau. C'est uniquement la mer qui est beaucoup plus mouvementée. Il y a la petite vaguelette de Dufy qui est assez spécifique. Et ensuite, on a la bande supérieure, c'est le ciel. Et à l'horizon, plein de petites voiles pour montrer que c'est bien les régates qui est le sujet de l'œuvre. Et ce que je trouve assez flagrant, c'est la bande inférieure avec tous les promeneurs et ceux qui regardent la régate. On voit presque plus, ils se fondent dans la couleur. Il y a parfois quelques traits noirs qui permettent de délimiter les silhouettes, mais sinon, ils se perdent vraiment dans ce bleu. J'aime beaucoup le détail des marins avec leur chapeau et le pompon en rouge qu'on devine
en bas à droite. Je trouve ça très mignon. Oui, Donc c'est le style qui va définir à présent le travail de Raoul Dufy jusqu'à la fin de sa vie. tout à fait. De plus en plus, il va faire ses œuvres qui sont souvent monotonales, donc avec une seule grande couleur, une seule grande nuance. Ici, c'est le bleu, plus tard, ce sera le rose, ce sera le jaune, le vert. Et c'est assez caractéristique de son œuvre. Toujours avec ces touches d'encre de Chine noire qui vont délimiter et représenter le sujet qu'il souhaite mettre en avant. Oui. Quand on pense à ce style, si on veut faire la comparaison avec l'œuvre absolument majeure de Raoul Dufy au cours de sa carrière, donc La Fée Électricité, réalisée en 1936-1937, je pense que je vais te laisser parler de cette œuvre qui est vraiment incroyable. Alors, c'est une de mes œuvres préférées. Ça a été l'œuvre qui m'a fait vraiment connaître Raoul Dufy, donc c'est assez intéressant. C'est une énorme peinture murale qui est peinte en fait sur des panneaux de bois assemblés pour former cette énorme fresque presque. Et donc ça fait 600 mètres carrés de peinture. Quand même. Donc c'est vraiment gigantesque. C'était pour décorer le pavillon de l'électricité au moment de l'exposition universelle de 1937. Donc Dufy, on lui fait la commande en 1936, courant, je crois que c'est juillet 1936, et il doit avoir réalisé pour l'été 1937 à l'ouverture de l'exposition universelle. Donc c'est un an pour faire 600 mètres carrés de peinture. Voilà, et c'est vraiment gigantesque. En fait, ça retrace un peu l'histoire de l'électricité en tant que sujet d'étude. Donc l'élément principal de la fresque, c'est entre 100 et 150 savants, je crois que c'est à peu près 130. Donc c'est des espèces de portraits en pied, personnages qu'on voit avec leurs costumes d'époque. Donc ça va de l'Antiquité, avec les toges, jusqu'à très récemment la fin du 19e, pardon. Je crois pas qu'il y ait grand-chose comme savant du début du 20e, mais en tout cas ça fait une énorme histoire de l'électricité. Et d'ailleurs, Dufy appelait cette œuvre l'histoire de l'électricité et non pas la fée électricité. C'est un nom qui a été donné a priori par les critiques et par ceux qui travaillaient avec lui. Est-ce qu'il était tout seul à travailler sur la réalisation de ce tableau ? Alors, pas tout à fait. Il dit être le seul à vraiment appliquer la peinture à chaque fois sur chaque panneau. Mais en amont, il fait un énorme travail de préparation, donc ça passe par plusieurs étapes. D'abord, il va se renseigner dans les musées, dans les institutions sur les inventions qui mettent en jeu l'électricité, il va beaucoup lire aussi, qui a été écrit sur l'électricité par les savants. Ensuite, ça passe sur des croquis de nombreux dessins d'études pour les personnages. D'abord des personnages nus, et ensuite des personnages habillés en costume d'époque. Et pour ça, il va faire poser des comédiens et des acteurs de l'époque en costume dans son atelier. C'est dingue. Et ensuite, ces dessins préparatoires sont projetés par un système, je crois que c'est la lanterne magique. Donc c'est un système qui permet d'agrandir le dessin pour le projeter sur les panneaux de bois qui seront ensuite peints. Et donc ça, c'est fait par des assistants. Donc il y a notamment André Robert qui est assez connu et qui a beaucoup aidé les chercheurs ensuite à reconstituer l'histoire de la fresque. Et il y a aussi son frère Jean Dufy, qui est aussi un peintre d'ailleurs, enfin un artiste en général, et qui a beaucoup aidé Raoul lors de la réalisation de La Fée Électricité. Donc tu nous disais tout à l'heure, la fresque mesure plus de 600 mètres carrés, elle mesure 624 mètres carrés. Une fois que l'exposition s'est terminée, le pavillon a été détruit et que s'est-il passé pour ce panneau ? Alors c'était un pavillon qui avait été commandé par la compagnie d'électricité de l'époque, donc qui est maintenant devenu le EDF. Et donc c'était une commande privée. On pourrait s'attendre à ce que ce soit une commande publique par l'État, mais donc c'était pas le cas. Et donc comme c'était une commande privée, c'était une propriété privée également. Et donc les panneaux ont été désinstallés et conservés par la compagnie jusqu'à son entrée au musée d'art moderne de Paris. Bien plus tard, fin des années 1950, début des années 1960, parce qu'il me semble que c'est après la mort de Raoul Dufy. Donc aujourd'hui, si on veut voir ce tableau, on peut le retrouver au musée d'art moderne de la ville de Paris. Tout à fait. Il a même, La Fée Électricité a même été restauré, ça a été restauré jusqu'en octobre-novembre 2020. Donc dès que les musées seront
rouvert, on pourra voir un peu. Se ruer, voir les chefs-d'œuvre. Exactement. C'est vraiment impressionnant. C'est une salle gigantesque où il y a vraiment que la fée électricité et on se sent vraiment tout petit à côté. J'imagine, oui. Et donc tout à l'heure, on parlait du traitement de la couleur, de la dissociation avec le trait, en parlant des régates du Havre. Et quand on regarde la fée électricité, on a aussi cette même utilisation avec des aplats rouges, des aplats jaunes, des aplats bleus, et sur lesquels on va deviner des personnages qui auront ensuite d'autres touches de couleur, mais on part quand même avec ces grands aplats de couleurs qui sont vraiment propres à son œuvre. C'est vraiment incroyable. Tu as déjà vu, toi, la fée électricité en vrai ? Oui, une fois, j'étais au lycée, j'allais au musée pour étudier des œuvres, un peu regarder, j'étais jamais allée et je suis tombée devant cette salle et c'était vraiment c'était une expérience très unique. J'imagine. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de la voir et c'est vrai que en travaillant dessus et en faisant les recherches pour cet épisode, c'était vraiment faut y aller, y a pas le choix. Petite précision, donc cette toile pendant très longtemps est considérée comme la plus grande peinture existante dans le monde. Donc c'est quand même pas rien. Donc si vous avez l'occasion d'aller Tout à fait. au musée d'art moderne de la ville de Paris, allez y jeter un coup d'œil. Alors c'est plus la plus grande aujourd'hui. La plus grande, je crois, mesure 1700 mètres carrés, quelque chose comme ça, et a été réalisée par un peintre allemand, il me semble. Donc on n'est plus vraiment dans les mêmes dimensions, mais ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel et ça vaut le coup d'aller voir tout ça. Okay. En 1937, malheureusement pour Raoul Dufy, il commence à avoir quelques problèmes de santé plutôt violents. Il commence à avoir de la polyarthrite. Ça va avoir un impact forcément sur ses créations. Oui. Tu veux peut-être en parler ? Oui, alors il y a beaucoup de lettres qui ont été conservées de cette période, écrites de la main de Raoul Dufy, et à plusieurs reprises, il faut savoir que pour 1937, l'exposition universelle, il a au moins 2 autres commandes, cette fois-ci publiques par l'État, qui sont également des grandes décorations. Donc il y en a une décoration pour le palais de Chaillot, donc, qui est le lieu maintenant du musée d'art moderne de la ville de Paris, et une autre décoration pour le Muséum d'histoire naturelle. Et donc il doit combiner toutes ces grandes commandes en même temps, et ça lui demande beaucoup d'efforts, et il est vraiment très fatigué, c'est un travail immense qu'il fournit. Et à la suite, donc, il a des crises, comme tu disais, de polyarthrite, et il doit, au fur et à mesure du reste de sa vie, à partir de 1937, il se retire de plus en plus dans le sud, par exemple, pour avoir un meilleur climat, pour éviter le plus possible de nouvelles crises de polyarthrite. Et vers la fin de sa vie, il est il est souvent bloqué, on va dire. Ça lui limite le mouvement de ses mains. Et donc, il crée moins, ou en tout cas différemment. Dans certains podcasts ou autres épisodes qui parlent de cet artiste, il semblerait qu'il ait même parfois demandé à ce qu'on lui attache les pinceaux sur les doigts, sur les mains, pour qu'il puisse continuer à peindre parce que c'était trop douloureux de tenir un pinceau. On imagine le sacrifice qu'il a dû faire et les efforts qu'il a dû utiliser, qu'il a dû déployer pour arriver à continuer à créer, quoi. Après, ça l'a jamais arrêté vraiment. Il a même été jusqu'aux États-Unis pour suivre une cure contre ses polyarthrites. Et même à travers ces douleurs, ces difficultés, j'ai lu récemment un ouvrage écrit par Pierre Courtion, qui est en quelque sorte le biographe de Raoul Dufy. Il a connu Raoul Dufy surtout à la fin de sa vie, dans les années 1940, vers 1948 il me semble. Et il passe comme ça 2 semaines, 3 semaines avec Raoul Dufy, et il décrit comment Raoul Dufy continue de peindre, continue de dessiner malgré la raideur de ses doigts, malgré la réduction de ses mouvements, etc. C'est assez beau. Malgré tout, il continuait et sans se plaindre, extraordinaire. Raoul Dufy, de par la quantité de ses créations au cours de sa vie, de ses soucis de santé et de son acharnement d'une certaine manière jusqu'à la fin de sa vie pour continuer à créer, voilà, ça montre que c'est vraiment un artiste et que c'était vraiment ancré en lui, qu'il avait besoin de ça pour se sentir bien. C'est vraiment un passionné. La dernière œuvre que tu m'as envoyée s'appelle Cargo noir, baigneuse et tente de plage.
C'est une toile qui est quand même plus sombre par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Tout à fait. On est en arrière-plan d'une plage, on devine ses tentes et ses baigneurs sur la plage bleue. Et en plein milieu de la toile se trouve cette énorme tache noire avec le cargo qu'on devine, avec de la fumée. Est-ce que tu as quelques informations sur ce sujet? Est-ce que c'est une toile unique? Est-ce que c'est un sujet qui est repris ensuite dans d'autres œuvres? Déjà, ça s'inscrit dans la continuité de toutes les vues du Havre qu'il a faites. Oui, c'est vrai. Il y en a énormément. Mhm. Et le cargo apparaît à plusieurs reprises avant les années 1940. Dans La Fée électricité, il apparaît déjà, mais il est peint un peu différemment. Il est coloré, il n'est pas tout noir comme ça. Et là, en fait, dans les années 1940, déjà, il est dans le sud de la France. Donc, il peint entièrement le Havre et Sainte-Adresse de mémoire. D'accord, impressionnant. Tout à fait. Et en plus, ça s'inscrit un peu dans sa théorie qui lie lumière et couleur. Donc, dans les années 1920, la couleur lumière, pour lui, c'est le bleu. Donc, comme on a vu avec les régates du Havre un peu avant. Mm-hmm. Et vers la fin de sa vie, il a une théorie que je trouve assez originale et assez étonnante. C'est que le noir, maintenant, c'est la couleur qui représente la plus grande intensité de lumière. Ça peut paraître un peu étrange, parce que le noir, à l'origine, pour nous, c'est quand même l'obscurité, donc l'absence de lumière. Tout à fait. Mais en fait, c'est lié à cette histoire de... Quand on est ébloui, on a des taches noires qui apparaissent dans le champ de vision. Et donc, pour lui, le noir devient cet élément, cet outil pour représenter la plus grosse lumière, donc un peu comme ici. Mm-hmm. Et donc, il couple ça souvent avec le cargo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le cargo n'est pas vraiment peint. Dans ce tableau, par exemple, le cargo noir, baigneuse et tente de plage, il est gravé dans la peinture noire. En fait, l'aplat noir est posé et avec son pinceau ou avec des outils spécifiques, Raoul Dufy va creuser un sillon pour former le cargo. Et donner cette impression quand même de relief à sa toile. Tout à fait. Maintenant que tu parles de cette théorie du noir comme étant une couleur lumineuse, ça me fait penser aux travaux aussi de Pierre Soulages. Tout à fait. Où justement toutes ces toiles sont sur la lumière et sont noires. Oui. Et en fait ça va être sur le rendu, sur les ombres, sur le reflet de la peinture. Et bon là on se rend pas forcément compte du reflet avec les vernis ou ce genre de choses. Mais on devine quand même cette lumière. Et petit point très intéressant, ce point très blanc qui se trouve dessus. Oui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une idée de reflet? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a ajouté pour apporter du volume, de la couleur? Alors pour être honnête, je ne sais pas trop, mais on peut voir qu'il y a plusieurs éléments dans le tableau qui ont cette touche très blanche. Il y a quelques baigneuses tout en bas, il y a une tente de plage, il y a le phare à gauche en bout de ponton et il y a quelques maisons en haut à droite. Donc ça peut effectivement permettre de souligner cette luminosité, d'autant plus qu'il utilise beaucoup les couleurs primaires. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune, bon, il y a du vert aussi. Ça peut souligner le contraste entre le blanc et le noir et ça peut souligner les différentes luminosités. Tout à fait. Donc oui, on a cette idée de couleur très noire. Est-ce que ça pourrait être interprété comme si Raoul Dufy avait la sensation qu'il arrivait à la fin de sa vie et que cette tache noire c'était un peu la finalité, ou est-ce que c'est vraiment juste en lien avec justement cette idée de noir comme étant la couleur la plus lumineuse? Alors a priori, j'ai jamais vu de théorie qui parlait de cette évocation presque de la mort imminente, d'autant plus que Raoul Dufy a ses crises de polyarthrite depuis plusieurs années, donc le tableau est réalisé en 1948. Et les crises ont commencé vers 1937, donc ça fait quand même bien 10 ans. Et je pense que du coup, la couleur noire serait apparue avant. Par contre, il y a plusieurs personnes qui ont écrit sur cette interprétation liée à la mémoire. Parce que Raoul Dufy, à ce moment-là, peint le Havre de mémoire. Donc, il se base uniquement sur ses souvenirs et bien sûr ses autres peintures qu'il a pu faire jusqu'ici. Et donc, ce cargo, ça pourrait être un peu cette présence fantomatique qui s'efface et un hommage au Havre qu'il ne verra plus jamais. Un tableau nostalgique d'une certaine manière. C'est ça. Merci pour cette explication. Donc Raoul Dufy, son œuvre est absolument immense.
Est-ce que tu as les chiffres pour avoir une idée du nombre d'œuvres qu'il a fait au cours de sa vie ou pas du tout? Alors, j'ai pas de chiffres du tout, mais là, on a parlé vraiment que de peinture. Mhm. Et il travaille beaucoup en série, comme beaucoup de peintres et d'artistes de l'époque. Tout à Donc, fait, oui. les mêmes. On a vu aussi que le Havre apparaît tout le temps. Tout au long de sa carrière. Oui, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il revient tout au long de sa vie. Même s'il va aussi beaucoup dans le sud, il va peindre dans le sud, même comme Matisse, il va à Nice, il peint beaucoup Mhm. les fenêtres de la Côte d'Azur, il va à l'Estaque comme on a vu pour Cézanne, mais à chaque fois c'est vraiment des motifs Mhm. en série. Et en plus de toute cette peinture, il y a beaucoup de dessins, d'aquarelles, les carnets de croquis sont gigantesques. Rien que pour la fée électricité, c'est des dizaines de carnets de croquis et des Mhm. centaines de dessins. Et ensuite, il faut rajouter tout ce qui est production, on va dire, d'art décoratif. Donc les céramiques, le Mhm. tissu, comme on a vu avec Poiret et Bianchini-Ferrier, mais aussi les tapisseries, et j'en passe. Donc c'est vraiment un monstre de la création, vraiment. C'est ça, oui. En plus, tu parlais de l'aspect décoratif, mais il a aussi illustré des livres, Oui, les textes d'Apollinaire, les textes de Colette. Il a fait des décors pour le théâtre. Enfin, on le retrouvait vraiment de partout. C'est vrai que c'est une oui, particularité, et c'est vrai que quand tu dis ce géant de la création, oui, on est là. Il ne savait pas s'arrêter, et il avait vraiment ce don, on peut dire tout simplement, un vrai artiste, quoi. oui. Avant de terminer notre échange, parmi toutes les œuvres que tu nous as présentées aujourd'hui, laquelle est ta préférée? Alors, en ce moment, je suis en train de faire des recherches sur les peintures murales de Raoul Dufy, donc la fée électricité, mais aussi les autres commandes dont j'ai parlé. Il y en a aussi d'autres pour des collectionneurs privés. Et je pense que ma préférée, Mhm. c'est une de ces commandes privées de peinture murale. Ça s'appelle Itinéraire de Paris à Sainte-Adresse. C'est une pièce qui Mhm. a été entièrement décorée. C'est 10 panneaux, il me semble. Donc c'est plus petit que la fée électricité, mais on est quand même dans cette volonté de créer un mouvement. Et c'est en fait la première peinture murale que Raoul Dufy fait. Et il y a ces bleus violacés, ces bleus qui tirent parfois vers le vert, qui sont magnifiques. Et je trouve que c'est aussi très représentatif de la vie de Raoul Dufy, qui adore Paris, mais qui adore aussi Le Havre et Sainte-Adresse. Et il y a tous ces motifs. Voilà, La possibilité d'unir les deux villes exactement. et de permettre aux visiteurs de cette salle d'être immergés dans toute sa création. C'est ça. Fabuleux. Merci beaucoup Julie pour cet échange incroyable. Merci. J'ai appris plein de choses. J'ai envie d'une chose maintenant, c'est courir dans les musées et aller redécouvrir les œuvres de Dufy. Pour les personnes qui souhaitent suivre un petit peu ce que tu fais, ils peuvent te retrouver sur Instagram. Je vais te laisser présenter ta page, ton nom et dire un petit peu ce que tu présentes dessus pour guider un maximum les auditeurs. Alors oui, j'ai effectivement un compte Instagram que j'ai ouvert en novembre dernier. Donc le nom c'est Petit Musée de Poche. En fait, c'est venu d'un désir de recenser un peu et d'avoir en un seul endroit toutes les œuvres qui me plaisaient, avec des idées qui me venaient, mais aussi une manière de transmettre un peu la manière dont on peut voir les œuvres. Parfois, on reste dans le biographique et je trouve qu'il y a des choses tellement intéressantes à dire. Et donc, je me concentre principalement sur l'art du 19e, du 20e et contemporain. Je suis assez novice dans le contemporain, mais j'aime bien. J'apprends au fur et à mesure. En plus, avec les musées fermés, ça me pousse à aller en galerie aussi. Donc, voilà. J'aime bien, comme ça, aborder autour de thèmes. En ce moment, je suis en train de faire le thème sur le corps féminin contemporain. Donc, j'ai pris 3 artistes contemporaines et j'ai parlé un peu de leur œuvre en lien avec ce corps féminin qui est beaucoup représenté. Donc, si vous souhaitez découvrir le travail de Julie, filez sur Instagram, le petit musée de poche. Merci encore pour toutes tes explications aujourd'hui, pour ta passion aussi, parce que c'est vrai que tout au long de la conversation, on a compris que c'était vraiment un artiste qui te tenait à cœur. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et à bientôt! Toi aussi, merci beaucoup en tout cas.
J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur l'évolution stylistique de Raoul Dufy au cours de sa vie et vous aura donné envie de découvrir un peu plus les œuvres colorées de cet artiste complet. Merci encore Julie du Petit Musée de Poche pour cette discussion passionnante et très enrichissante. N'hésitez pas à vous abonner à Art et Culture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram sous le pseudo Art et Culture Podcast tout attaché ou Facebook sur La Balançoire de Fragonard pour les annonces des prochains podcasts. À bientôt pour de nouvelles découvertes.